il y a une date très importante dans mon histoire qui est le 21 décembre 2005 où mon cœur va s'arrêter littéralement. Je vais être prise dans un accident de voiture, je vais prendre un mur à plus de 180 km/h. Aujourd'hui, je vous emmène à Bordeaux, à la rencontre de Marine Coty-Eslousse. Sa mission, améliorer la santé des patients grâce aux nouvelles technologies. J'ai voulu essayer de comprendre pourquoi mon corps me faisait mal et donc j'ai décidé de me mettre à faire de la recherche. Moi j'estime QI, pas QI, qu'on m'a donné un pouvoir qui est de voir des choses, qui est de sentir des choses. Et ce pouvoir, tu as deux manières. Soit tu l'utilises pour toi-même, soit tu l'utilises pour les autres. Sauf que quand j'ai tout perdu, que je me suis retrouvée en banqueroute, surendettée, dans une situation financière que j'avais rarement connue, aussi négative, aussi compliquée, on m'a expliqué que j'avais le droit à rien, même pas au RSA. Il va m'expliquer, il dit, vous voulez lever combien, mademoiselle 1,5 million, c'est ça à ce moment-là. Il explose de rire et dit, mais jamais personne ne vous donnera 1 euro. Je vais lever le plus de pognon possible qu'on n'a jamais vu en France sur un tour de Précide. Rien à battre, ils vont voir la petite blonde si elle n'est pas capable. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Moi, on m'a toujours pas répondu à la question pourquoi la guerre en Ukraine avait monté le prix de l'énergie alors qu'on est censé produire 95% en nucléaire. J'aimerais qu'un jour, il y ait juste un mec qui réponde à cette putain de question. Bienvenue les amis dans un épisode de À ta santé. Aujourd'hui, j'ai une invitée extrêmement spéciale. Vous allez voir, elle a plusieurs casquettes. Elle est impressionnante. Elle m'a raconté son histoire récemment et j'ai eu immédiatement envie de l'inviter. Elle s'appelle Marine Coty-Eslousse. Elle vit à Dubaï et elle a une petite caractéristique marrante. En plus d'être une entrepreneuse incroyable, c'est ma prof de chant. Bienvenue Marine. Merci beaucoup. Écoute, c'est un honneur d'être avec toi et un honneur d'être ici, vraiment. L'honneur, il est pour moi. Alors, Marine, on a un challenge aujourd'hui. Le but du jeu, c'est que cet épisode, il dure 1 heure et pas 5 heures. D'accord, ça marche. Parce que si tu commences à nous raconter toute ton histoire, etc., je sens qu'on pourrait faire un épisode fleuve de 5 heures. Je suis d'accord. Donc, on va essayer de faire les choses de façon condensée. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement et comment t'en es arrivé à vivre à Dubaï ? Alors, qu'est-ce que je fais actuellement ? J'ai plusieurs sociétés. J'en ai une en consulting spécialisé. Donc, j'accompagne sur tout ce qui va être levée de fonds, sur tout ce qui va être intelligence artificielle, innovation, stratégie. Vraiment plutôt des grands groupes, des startups et des scale-up. Donc, ça, c'est une première activité. J'ai une deuxième activité, elle, qui est sur l'infoprenariat. Donc, j'accompagne des femmes à monter leur business ou à scaler leur business, ça va dépendre. Et enfin, la dernière, je suis spécialisée en neurotechnologie, donc je continue de fabriquer des neurotechnologies. Ouais. Alors, raconte ton histoire perso. Donc, tu avais créé une boîte de neurotechnologie. Alors, qu'est-ce que c'est la neurotechnologie ? Donc, la neurotechnologie, où on va aussi entendre parler de DTX, de Digital Therapeutics, c'est des solutions, des softwares capables d'avoir une action sur une maladie ou sur un symptôme. Et c'est vraiment la solution technique qui entraîne une réaction biologique. On est vraiment là-dedans. Donc, on va parler effectivement, moi spécifiquement, de neurotech parce que j'agis sur le cerveau. En tout cas, tout ce que j'ai pu développer, c'était exclusivement sur le cerveau. Et la première société en neurotech que j'ai créée en France, elle était spécialisée dans la prise en charge de la douleur chronique et notamment prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Donc, où la solution qui fonctionnait dans un casque de réalité virtuelle qui s'appelait EndoCare avait la capacité avec des fréquences, donc fréquences, c'est vraiment les sons, les images, d'agir en fait sur certains neurotransmetteurs préalablement qu'on ciblait. Et ça nous permettait de diminuer la douleur à hauteur de plus de 51%, ce qu'aujourd'hui, aucun antidouleur conventionnel n'est capable de faire. Wow. Alors, raconte-nous comment cette première boîte de neurotech est née. Alors, comment elle est née il faut comprendre un peu mon histoire d'origine. Donc moi, je suis issue d'une famille pas du tout entrepreneur. Enfin, c'est pas du tout ça, tu vois, le mindset. Et il y a une date très importante dans mon histoire qui est le 21 décembre 2005 où mon cœur va s'arrêter littéralement. Je vais être prise dans un accident de voiture. Je vais prendre un mur à plus de 180 km/h, un mur en béton armé. Je devrais pas être là, très clairement. Mon cœur va s'arrêter et on peut concevoir que c'est un événement parmi d'autres dans ma vie, mais en fait, à partir de là, je vais enchaîner. Alors, j'ai envie de dire les difficultés, mais c'est pas les difficultés, je vais enchaîner les merdes, quoi. Donc, tu vois, même pas un an après, je quitte le domicile familial, j'ai même pas 18 ans. Je me retrouve propulsée dans les études supérieures en n'ayant rien pour vivre. Je découvre que mon corps est encore plus fracturé que je le pensais. J'ai mal tout le temps. Mais vraiment, quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Je ne suis pas capable de me lever de mon lit sans avoir 3 mg de morphine. Donc, je suis dans un état mais cadavérique.
Et pendant des années, je vais essayer de comprendre pourquoi. Pendant des années, je vais voir je ne sais pas combien de médecins pour qu'ils me disent pourquoi est-ce que j'ai le corps en souffrance. Donc, pour donner quelques exemples de ce que ça veut dire, parce que c'est souvent pas forcément simple de comprendre comment on peut avoir mal le matin en se levant. Moi, j'ai mes reins qui sont pas mal touchés par l'une de mes pathologies. Et colique néphrétique, équivalent d'accouchement, ça, je pouvais l'avoir 4-5 fois par semaine. Et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu rentrais à l'intérieur de mon rein, tu voyais rien, en fait. Donc, assez compliqué. Et je continue mes études supérieures, je me bouffe je sais pas combien de diplômes, et notamment un en neurosciences. Je travaille beaucoup à Olévêque à l'époque sur les maladies neurodégénératives. Et à force de traîner un peu dans le milieu hospitalier, je trouve une pathologie, en fait, à la place des médecins, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une pathologie rare, génétique. Et je me dis, quand même, ça ressemble vachement à ce que j'ai, quoi. Une espèce de fourre-tout de symptômes improbables. Et je décide de prendre 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous avec un praticien à l'époque sur Bordeaux, il y avait 6 mois d'attente. Et un deuxième, qui était le grand ponte qui avait toujours travaillé sur cette pathologie, à Paris, il y avait 18 mois d'attente. Donc je fais le premier rendez-vous, bien sûr. Et là, le médecin en question ne m'ausculte pas, regarde à peine mon dossier, me regarde pas dans les yeux et m'explique qu'au vu de mon âge, vu que je suis pas morte, ça peut pas être cette maladie. Et que la seule maladie que j'ai, au vu des circonstances de mon dossier, elle est probablement psychiatrique, qu'il serait peut-être temps que je me fasse interner et que j'accepte ma situation. Je ressors de là, je suis au fond du trou, j'ai pas d'autre terme, je m'assois sur le trottoir, tu vois, sur le parking, je suis complètement comme tétanisée, tu vois, t'as plus rien qui marche. Et je dis à mon ex-conjoint de l'époque d'appeler la maison des fous, quoi, pour me faire interner, en me disant écoute, à un moment donné, je suis scientifique, faut admettre un truc, ça fait 20 médecins que je vois, personne ne trouve, ma douleur, elle est forcément dans ma tête. Il va avoir une action, je pense que je serai reconnaissante de ça toute ma vie, c'est qu'il ne va pas appeler, du coup, Charles Perrins, à Bordeaux, il va appeler le praticien de Paris, qui va me prendre au téléphone, qui va me garder 2 heures au téléphone. Donc, il faut imaginer que c'est genre Dr House, le mec. Hein. Donc, il répond pas au téléphone comme ça. Il va me garder 2 heures au téléphone. Pendant 2 heures, il va poser le diagnostic. Il va m'expliquer que je suis pas folle et que j'ai, a priori, grande chance d'avoir posé le bon diagnostic. Il va m'inviter à Paris la semaine suivante. Je vais passer 3 jours d'examen. Et à l'issue, il me dit, grande annonce, je vous confirme, vous n'êtes pas folle, vous avez un syndrome d'Ehlers-Danlos, du coup, maladie génétique rare, et une endométriose. Et là, si tu veux, tu as 2 espèces de sentiments, parce que d'abord, tu es libéré. Tu dis, c'est super, on sait enfin ce que j'ai, on va avoir un traitement. Et la douche froide, 2e douche glacée. Ouais, il n'y a pas de traitement. Par contre, il n'y a pas de traitement, et votre douleur, va falloir apprendre à vivre avec. Alors, vous inquiétez pas, vous allez porter des tenues compressives. C'est les trucs qu'on fout dans l'avion pour les mollets. La même chose, mais sur tout le corps. On va vous faire des piqûres de lidocaïne à l'intérieur des muscles. C'est très, très douloureux, mais après, ça vous soulage, c'est vachement bien. Et en fait, à un moment donné, je l'écoutais même plus. J'étais juste en train de capter que j'étais en train de devenir une handicapée. Et que très clairement, ma seule identité serait la douleur. Donc moi, il faut imaginer qu'à ce moment-là, je travaille en même temps sur les carticelles, je travaille sur, tu vois, des drugs qui sont hyper hautes en termes d'innovation, sur lesquels on est capable de rentrer dans de la cellule pour donner un médicament à une patiente atteinte de cancer. Et je me dis, attends, on n'est pas foutu capable de soulager la douleur, mais c'est un truc de timbré, en fait. Je sors de là, et là, je vois une multitude de patients. On est genre 40, tu vois, dans la salle d'attente. À l'Hôtel-Dieu, c'est le soir, en plus, c'est hyper glauque. Il faut que tu imagines, et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, tu as des bébés qui ont 4 mois et qui hurlent de douleur. Et là, pour moi, il y a un truc qui... En fait, il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui craque dans ma tête. Il y a un truc qui craque et je me dis, mais tu peux pas ne rien faire. Alors, ok, tu peux pas rien faire pour toi, mais en fait, pour la première fois, tu parlais d'amour tout à l'heure, et pour la première fois, je vais arrêter de m'aimer moi, en fait, et je vais regarder les autres, et je vais me dire, mais bouge-toi, quoi. On t'a donné un cerveau à 162 QI, meuf, tu te bouges, et tu fais quelque chose. Et à partir de là, l'histoire s'est enclenchée. Et j'ai plus jamais arrêté. Et donc, comment concrètement ça a démarré ? Alors, ça a démarré comme beaucoup en sciences. Pendant 3 ans, j'essaye d'étudier tout ce que je peux bouffer sur la douleur, toutes les études qui ont été faites sur les mécanismes de la douleur, essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de traitement pharma. Moi, j'étais vraiment là-dedans, tu vois, au départ. Pourquoi il n'y a pas de traitement pharma ? Pourquoi il n'y a pas de traitement pharma ? Et en fait, un jour, je découvre du coup qu'il y a un mécanisme un peu spécifique qui s'appelle les mécanismes endogènes de la douleur. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un truc dans la moelle épinière qui dysfonctionne, en fait. Et donc, il y a un problème, c'est que c'est plusieurs neurotransmetteurs de catégories différentes. Et quand tu crées un médicament, plus tu fais ce qu'on appelle du multicible, plus tu tues ton patient. Donc, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on n'a pas encore trouvé d'innovation en pharma pour ça, tu n'as pas vraiment de traitement efficace sur la douleur. En tout cas, chronique. Et à cette époque-là... Alors, question stupide, pourquoi pas
4 médicaments différents, par exemple? Parce que c'est la même chose, en fait, si tu bourres ton organisme de 4 molécules différentes, c'est le même système, il faut les évacuer. La toxicologie. Soit, voilà, exactement. Soit tu les évacues par terrain, soit par ton pancréas, et malheureusement, ça fait bouchon, quoi. Et donc, dans tous les cas, ça finit pas très, très bien. Et quand tu vois que les seuls antidouleurs qui existent, qui sont notamment les opioïdes, je prends 2 exemples, les opioïdes et les morphiniques, te font des arrêts cardio-respiratoires alors que tu n'as qu'une molécule à l'intérieur, ça te dit à quel point tout ce qui est lié à la douleur est très, très complexe dans sa modélisation et est très, très complexe dans, malheureusement, son élimination corporelle. Notre corps n'arrive pas à tolérer tous les antidouleurs potentiels. À chaque fois, tu as un arrêt cardio-respiratoire forcément, tu as un arrêt pancréatique, c'est le bordel, quoi. Donc, on a un corps qui est très compliqué sur la prise en charge de la douleur d'un point de vue pharma. Donc, du coup, à cette époque-là, très simplement, je suis en TD. Donc, j'étudie la neuroscience. Et on étudie le système dopaminergique, qui est le système du plaisir. Et donc, à chaque fois qu'on étudiait un nouveau système, tu avais de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, tu avais quelques éléments de prise de sang, d'éléments effectivement bio, mais majoritairement, c'était quand même de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Et à ce moment-là, système dopaminergique, moi, je me souviens que dans les mécanismes endogènes de la douleur, tu manques de dopamine, en fait. Et je sais pas pourquoi, je regarde ces cerveaux, je lève la main et je demande à mon chargé de TD de l'époque, c'est les cerveaux de qui qu'on regarde? Je sais pas pourquoi. Je m'étais jamais posé cette question en 3 ans, tu vois. C'est les cerveaux de qui qu'on regarde? Et donc il me dit, ce sont des volontaires sains, des gens qui viennent en labo, on les paye pour ça, ils restent 3 à 4 heures sous IRM et nous, ça nous permet de faire nos études et du coup, d'augmenter la connaissance qu'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau. Je me dis 4 heures sous un IRM. Alors je sais pas si tu as déjà passé un IRM. Mais il fait super froid. Le bruit est assourdissant. Et en fait, au bout d'une demi-heure, tu as mal partout dans ton corps parce que c'est pas des matelas, c'est pas du tout confortable et tout ça. Et donc là, je relève la main. Je dis, il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut actionner le système dopaminergique d'un volontaire sain dans un IRM pendant 4 heures alors que le plaisir ressenti en passant un IRM, sauf si on fait du BDSM, il est quand même un petit peu compliqué, quoi. Et donc, du coup, il me dit « Ah, mais non, en fait, on utilise des sons, des images, des thérapies cognitivo-comportementales qui nous permettent de déclencher à la demande la dopamine et de l'observer. » Donc là, je relève la main encore une fois et je dis « Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Je vais juste poser une hypothèse. Si, du coup, on a des sons et des images qui permettent d'actionner à la demande le système dopaminergique, et si on sait qu'on monte de dopamine quand on souffre de douleurs chroniques, peut-on du coup poser l'hypothèse que certains sons sont des antidouleurs? Et là, je me souviendrai toute ma vie, il me regarde et il fait « Ah bah non. Pourquoi? Parce que la science, c'est pas aussi simple. » Et à partir de là, j'ai pas lâché. À partir de là, je me suis dit « Ok, il y a quelque chose. » Et du coup, tout simplement, j'ai passé 2 ans et demi à 3 ans à récupérer, à identifier toutes les fréquences sonores, visuelles qui étaient exploitées en laboratoire, à les comprendre. Sauf que je m'attendais à en trouver une dizaine et que j'en ai trouvé des centaines. Et donc là, la difficulté a été qu'est-ce que je mélange avec quoi pour réussir à trouver des premières formules. Ok. Et quand le type te dit mais la science, c'est pas aussi simple, comment tu fais pour trouver la force de dire non mais attends, si, ça va être aussi simple? En fait, si tu veux, il y a 2 choses. Il y a quand même de l'autorité, il y a quand même... ça devait pas être Jojo Clodo qui t'a dit ça. Non, c'est sûr, mais il y a 2 choses à ce moment-là. La première, c'est que donc, j'ai eu la chance de faire beaucoup de cursus différents. J'ai fait droit, sciences politiques, histoire, anthropo, socio, psycho, tu vois. J'avais pas que la neuroscience. Quand tu fais de l'histoire, quand tu fais de la philo, quand tu vas chercher des sciences humaines, tu sais une chose, c'est que la plupart des grandes découvertes, elles sont arrivées par hasard. Vraiment, tu apprends ça. Tu apprends aussi à déconstruire la notion d'autorité scientifique. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Pasteur. Aujourd'hui, on a des instituts de fous et on a ces statues qui sont érigées partout. À l'époque, il était pris pour un fou quand même. Juste rappeler ça 2 secondes. Donc, j'avais, je pense, déconstruit la notion d'autorité scientifique à travers mes études, notamment en histoire. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, ne pas donner d'argumentaire... Il y a un truc qui me gêne. Systématiquement, en fait, ça va me mettre inconfortable. Et en fait, quand il n'y a pas d'argumentaire derrière... Si tu avais dit c'est pas possible parce que ABC... Peut-être que là, je me serais ravisée, etc. Ouais. Mais là, c'était un argument d'autorité. Et là, je me dis, non, en science, c'est pas ça. La science, pour moi, c'est le débat. Tu vois, quand on veut vérifier, ça a fait beaucoup de débats pendant le Covid. Comment tu veux savoir si la science, elle est correcte? Mais c'est parce que tu la laisses en pâture à des confrères dont leur boulot, c'est de te démonter. Donc, ça m'a mis mal à l'aise et là je me suis dit mais ça c'est pas une réponse de scientifique et donc quelque part il a perdu toute crédibilité pour moi à ce moment-là et donc du coup je me suis dit c'est peut-être parce que toi tu vois quelque chose que lui voit pas
Et pendant 3 ans, du coup, j'ai fait ça. Et on m'a pris pour une folle. Hein. J'ai dû même quitter l'université. J'ai pas validé mon PhD. J'ai dû quitter l'université à cause de ça. Et ce qui m'a confortée, c'est... Ils t'ont fait quitter l'université parce que... Ouais, ils m'ont... Alors, pas viré, ce qu'on a en France, tu vois, on n'est pas aux US. Donc, pas viré, mais ils ont fait le nécessaire pour que je prenne la décision par moi-même de partir, tu vois. C'est comme une rupture dans un couple, tu vois, c'est la même chose. Tu te mets en position de retrait et t'attends que ça se passe. C'est exactement la même chose. C'est pas toi, c'est moi. Exactement. Et donc, du coup, ils ont fait le nécessaire pour. Tu vois, je finançais moi-même ma thèse à l'époque. J'ai voulu, du coup, switcher de sujet forcément pour me mettre sur celui-ci. On m'a dit, trouve une équipe qui travaille sur les mécanismes de la douleur ou qui est en tout cas en neurosciences très, très élevée. J'ai rencontré 13 équipes. Ils m'ont tous pris pour une folle. Ils m'ont tous claqué la porte à la figure. Donc ça marchait pas, je voyais bien que ça marchait pas, on m'expliquait que c'était inconcevable et ensuite on m'a clairement dit bah non, si tu changes de sujet, on refuse. En fait, on refuse que tu changes de sujet. Donc quand ça fait 2 ans que tu travailles sur cette thématique et qu'on te dit non, tu vas aller jusqu'au bout de ta thèse et tu vas faire ce qu'on te dit, moi il y a un truc à lâcher quoi. Et au bout d'un moment, je dis bon bah je me casse. Surtout quoi. toi, c'était un sujet perso. Parce qu'à ce moment-là, pendant toutes ces études, etc. J'avais mal. Tu as mal. J'ai mal. Donc tu prends de la J'ai morphine. mal, je suis hospitalisée. Tu prends de la morphine, tu portes des bas de contention. Alors j'ai toujours refusé de les porter, donc, parce que c'est vraiment... faut imaginer que tu as ça aussi, tu vois, sur la poitrine et tout, et c'est compressif au possible. Et je faisais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque parce que j'avais pas digéré le fait que j'avais failli mourir quelques années auparavant. Et du coup, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Voilà, j'étais dans un état de nerfs qui était malheureusement... j'étais toutes les semaines, pour tout te dire, aux urgences. Okay. Toutes les semaines, je pensais que j'étais en train de mourir. Okay. C'était atroce. Et personne ne savait ça. Personne n'était au courant de ça. Toutes les semaines, j'étais internée aux urgences. Et puis en plus, quand tu as un syndrome d'Ehlers-Danlos et que tu es avéré en France, vu que tu as un risque de dissection aortique, putain, t'arrives, tout le monde, si tu veux, est en mode branle-bas le combat, va mourir. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais, c'était juste une crise d'angoisse. Mais impossible de définir le fait de faire la différence entre une dissection aortique, un problème cardiovasculaire ou une crise d'angoisse, en fait. C'est pas possible. Donc, le seul moyen, c'est d'accepter que tu peux mourir et qu'il faut accepter cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu vois, il faut vivre avec. Mais à l'époque, je vivais ça en parallèle. T'as quel âge à l'époque ? Attends, diagnostiqué... Je dois avoir 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment les 3 premières années après le diagnostic où j'ai douillé, quoi. Où vraiment, j'ai compris ce que cette pathologie pouvait générer comme risque, même si avec la dégénérescence que j'ai au niveau génétique, j'ai la chance d'avoir peu de chances de faire une dissection. Mais tu sais, vu que c'est une maladie rare, peu étudiée, les médecins, ils sont très... non, mais on sait jamais, vous pouvez quand même le faire. Donc, et après, ils t'enseignent, ils t'expliquent que de toute façon, tu as 30 minutes, que si tu n'es pas à l'hôpital dans les 10 minutes, de toute manière, tu n'es pas récupérable et que même si tu arrives à temps, tu as un potentiel de 80% de chance d'y rester parce que les dissections aortiques, c'est quand même un petit peu compliqué à gérer. Et donc, tu vois, par exemple, toute ma vie était gérée par ça. J'étais toujours à côté d'un hôpital. Dès que les endroits où je pouvais travailler, aller, je partais pas en voyage, de peur de ça, tu vois. J'étais complètement, mais enfermée dans ma maladie à ce moment-là. Mon seul point de sortie, c'était ce que j'étais en train d'essayer de créer. Ouais. Incroyable. Et alors, tu vas finir par découvrir quelque chose qui va changer ta vie. Tu vas être la patiente zéro. Exactement. C'est linéaire, la découverte, ou il y a eu un... Avant-après, il y a eu un on-off et tu as découvert quelque chose ? Il y a vraiment eu un on-off. Il y a vraiment eu un on-off parce que... c'est le passage à l'action qui a fait ce on-off parce qu'au démarrage, j'étais beaucoup dans la revue Biblio, à identifier ce que tu pouvais mélanger, comment. J'étais beaucoup sur la lecture, l'écriture. Mais à un moment donné, il faut tester, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai 3 formules potentielles de mélange de sons, d'images. Et je me dis, bon, tu peux pas rester dans cet état. Tu vas pas tester sur la souris. Tu vas tester sur des putains d'êtres humains, quoi. Et donc, j'arrive... Non, parce que tu vois, sur la souris, franchement, le problème, c'est que c'est très compliqué. Déjà, elle parle pas. Elle parle pas. Alors, tu peux quand même identifier les éléments de douleur. Tu as des mécanismes qui te permettent de faire ça. Mais malgré tout, je voulais juste voir, en fait. J'avais juste envie de voir. C'est quoi le risque d'envoyer les mauvais sons à une souris ou à un être humain ? Un être humain. Un être humain, à ce moment-là, j'en identifie pas. À ce moment-là, je pense qu'il y a aussi cette naïveté. C'est pour ça que je dis, quand on fait de la santé, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. À ce moment-là, j'identifie pas de risque. Je me dis, tu vois, c'est des sons, des images, c'est bon, fine, c'est cool, quoi. Je me dis pas, ouais, mais t'es juste la première à les mélanger, t'es juste la première à jouer au petit sorcier dans le cerveau de quelqu'un. J'étais très jeune scientifique, et donc, peut-être qu'il va se passer un truc, quoi, tu vois, de négatif. Je me dis pas ça à ce moment-là. Et en fait, j'ai l'opportunité de faire donc une première version
Pour faire cette première version, je fais un gala de charité, parce que j'avais plus de thunes. Je fais un gala de charité, t'as 200 personnes qui viennent, j'ai des chefs étoilés qui font à manger pour tout le monde, etc. C'est là où je me rends compte aussi que la douleur, tu vois, concentre les gens, rassemble les gens. Et donc, je fais un premier casque réalité virtuelle, premier logiciel. C'était nul. Maintenant, je repense à la première version, c'était vraiment nul. Même la formule, elle n'était pas du tout aboutie. Et je le teste sur moi dans un premier temps. Et là, truc de fou, premier jour où je le teste, je me rends pas compte qu'en le prenant tous les jours, j'ai pas pris de morphine depuis genre 4, 5, 6, 7 jours. Truc improbable. Comment je me rends compte, c'est que je fais une crise de manque. Forcément, quand tu passes de 3000... Et puis, j'ai rien dit au médecin en plus. Donc, quand tu passes, tu vois, de plusieurs doses de morphine par jour... Parce que toi, tu t'es retiré de la morphine... Clac. C'est pas vrai. Si. Mais ça, c'est... Je sais. Non, j'ai eu des crises de manque de fou, à être dans ma salle de bain, recroquevillée en deux, dans la douche, à vomir, tout ce que tu peux vomir. Non, ça a été très, très violent. Tu devais être très contente, en fait. À ce moment-là, Dans tes crises de manque, tu t'es dit... En fait, à ce moment-là, je me dis, déjà, je prends conscience, parce que tant que t'as pas vécu une crise de manque comme ça, tu prends pas conscience de la merde que t'étais en train d'ingérer tous les jours. La morphine, et t'as beau l'étudier, parce qu'en neurosciences, je connaissais, c'est pas la même chose que de le vivre corporellement. Donc, et tu vois, je tremblais, etc. Mais c'était un truc de fou. Cette période était vraiment dingue. J'avais mal aux muscles tout le temps, et je savais que ça avait rien à voir avec ma maladie, tu vois. Mais en même temps, les autres douleurs qui étaient très hautes, qui étaient liées à ma maladie, je prenais le casque, fini. De fou, quoi. J'ai l'opportunité de partir au Canada. Je dirais pas où. J'amène le casque avec moi. Je me dis, tu sais quoi? Tous les gens qui veulent tester, je dis OK. Et je dis que c'est pas pour soulager la douleur, je dis que c'est pour amener à un bien-être plus important. Tu vois, je reste sur la partie wellness pour pas avoir de problèmes légaux, quoi. Et je me retrouve dans un hôpital où j'ai à la fois des volontaires sains et des patients qui se mettent à tester le casque. Et là, j'ai des patients qui retirent le casque, qui sont en pleurs. Ils me disent, madame, ça fait 25 ans que j'ai mal, des fibromyalgiques, tu vois, des pathologies où vraiment t'as pas de pause, comme moi j'ai des temps de pause avec ma pathologie, mes 2 pathologies. Là, des gens qui n'ont pas de temps de pause et qui me disent, madame, c'est la première fois que j'ai pas de douleur et j'ai rien à prendre. Et je suis conscient, tu vois, je suis pas nauséeux, je suis pas dans une espèce de bulle improbable. Et donc, j'ai ça qui se passe. En parallèle, tu as des choses un peu fun sur les volontaires sains. Tu as des gens en fait qui s'endorment en 2 secondes, mais vraiment qui s'endorment. Moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'avais pas du tout anticipé ça. Et chez 35% des hommes, tu as des débuts d'érection. Je me dis, mais attends, j'ai inventé un nouveau Viagra en plus, tu vois. Et j'observe tout ça, je note. Et là, je me dis, ok, tu tiens quelque chose. Non, c'était improbable. Je te jure, cette session, elle est improbable. La science, quoi. Ouais. Et là, je me dis, ok, tu tiens quelque chose. J'aimerais comprendre comment tu sais pour les érections, mais bon. Parce qu'ils me le disaient. Ah oui. Ils étaient tellement mal à l'aise. C'est-à-dire que moi, je mettais le casque et tout. Puis tu les voyais, tu sais, qui retiraient le casque. Et au départ, ils disaient rien. Et je suis tombée sur un gars qui était complètement fumé, qui met le casque et qui fait « Ah, j'ai un début d'érection !» et qui pose le casque. Je fais « Putain, je comprends. » Du coup, j'ai rappelé les autres gars. On était dans la même promo de voyage au Canada. Je dis « Écoute, je vais te poser une question. C'est un peu perso, mais j'ai besoin de savoir. » Et en fait, j'ai posé la question et 35% m'ont répondu. Peut-être c'était 100%, tu vois. Ils n'ont pas voulu répondre. Mais en tout cas, à l'époque, 35% m'avaient répondu. Mais c'était fou. Et à ce moment-là, je me dis « Ok, tu tiens quelque chose. » Et là, mon état d'esprit a changé. C'est-à-dire que là, je me suis dit « Ça suffit de jouer, en gros, tu vois, de jouer à la dinette chez toi. On arrête les conneries. Là, tu structures un projet et t'y vas parce que tu tiens vraiment quelque chose. » Okay. C'est à ce moment-là que je me le suis dit. C'est pour ça que pour moi, tu vois, il y a un vrai on-off quelque part. Et comment tu as choisi les images et les sons? Parce que c'est... Grosse question. Tout le monde veut savoir ça. Donc, je vais essayer de te répondre parce que je ne peux pas tout dévoiler. La seule chose, en fait, que je n'ai pas brevetée ou partagée, c'est comment je crée mes formules. Pour l'instant, je ne l'ai pas automatisé. L'objectif demain, c'est que ça soit automatisé avec une intelligence artificielle. Ça fait déjà des années que je travaille sur ça pour remplacer mon cerveau qui le fait. Je te répondrai qu'il y a 2 choses. Alors, ça va faire hurler certains scientifiques qui vont regarder cette vidéo, mais c'est la vérité. Il y a une part, je le sens. Je suis face à ce putain de tableau avec toutes mes fréquences. J'ai besoin d'avoir les mécanismes, par contre, de la pathologie, du symptôme sur lequel je dois agir. Si j'ai pas les mécanismes de fonctionnement neuro, je peux rien faire. Mais si j'ai les mécanismes, c'est compliqué à expliquer. C'est un peu comme dans les films, tu sais, quand tu crées des codes, je vois les éléments qu'il faut mettre ensemble. Donc, il y a beaucoup d'intuitifs, c'est la réalité. Et ensuite, derrière, parce que je suis pas à l'aise avec ce côté intuitif et que pour moi, c'est pas scientifique du tout, du coup, je reconstruis la science derrière. Dans un deuxième temps, je me dis, OK, alors du coup, tu as identifié ça. Pourquoi? Et ensuite, je reconstruis, mais je post-rationalise en réalité. Ouais, intéressant. Yomi, qui va regarder cet épisode, je pense, va avoir une confirmation de plus qu'on vit dans la simulation. Tu penses pas que
t'as accédé à un glitch et qu'en fait, t'es en train de simplement niquer la simulation pour des choses qui devraient avoir lieu? Écoute, je pense que j'ai été diagnostiquée autiste et HQI très tard. Je l'ai su, j'avais 28 ans. Je pense que quand tu as un certain niveau de QI, faut que tu acceptes que tu craques le code du monde, en fait. C'est très bizarre à dire. Il y en a qui vont dire « Ah, putain, elle pète plus haut que son cul ». Alors, déjà, craquer le code du monde, c'est pas du tout positif parce qu'il y a beaucoup de choses très compliquées à assumer derrière. Moi, je me sens responsable. C'est-à-dire que je considère qu'on m'a filé un super pouvoir qui, me bouffe parce qu'au quotidien, c'est de la merde, on va se le dire. Hein. C'est compliqué d'interagir avec les gens. C'est compliqué de vivre dans ce monde où tu as de l'agression perpétuelle, sonore, visuelle. Voilà, c'est très compliqué. Là-dessus, je dors jamais. J'ai un cerveau qui s'arrête jamais. C'est atroce. La sérénité à atteindre avec ce genre de fonctionnement est quand même très complexe. Donc, craquer le code du monde, j'estime que, c'est pas toujours agréable. 2, tu as une responsabilité. On est très peu à avoir ce niveau intellectuel. Et donc, pour moi, on doit forcément faire quelque chose pour le bien du monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette responsabilité. Je me suis en tout cas raconté ça. Je sais pas si c'est la vérité, mais je me suis raconté qu'on est tellement peu d'élus à avoir ce type de fonctionnement et voir des choses différentes qu'on a l'obligation d'aider l'humanité. Voilà, pour moi, faut qu'on assume, tu vois, quelque part ce côté-là. Et après, la dernière chose... Sacrée pression, dis donc. Hein. On est moins d'1%, t'imagines? On est moins d'1%. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là si Quand tu dis on, tous ceux qui... je t'inclus dedans. Mais pourquoi tu m'inclus dedans, moi parce que c'est évident, tout le monde le sait, tu vois. Tout le monde le sait que t'as un QI de fou. Alors, j'ai fait un test de QI, j'ai pas du tout un QI de fou. T'as combien? Tu vas pas le dire à la cam. Non, je vais pas le dire. Ah, mais je suis sûre que ça dépend quel test t'as fait aussi. Non, mais j'avais un QI très élevé. Mais tu vois, voilà. C'est un sujet qui m'énerve, le QI, donc... Mais c'est la réalité. Après, c'est qu'un chiffre. Après, tu sais qu'il y a plusieurs typologies de QI, ça dépend des tests, ça dépend... Et j'ai beaucoup psychoté là-dessus pendant 2 ans, donc c'est pour ça que j'ai pas mal creusé là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'estime QI, pas QI, qu'on m'a donné un pouvoir, qui est de voir des choses, qui est de sentir des choses. Et ce pouvoir, tu as 2 manières. Soit tu l'utilises pour toi-même, je vois pas l'intérêt que ça a pour moi, soit tu l'utilises pour les autres. Spider-Man, si tu nous écoutes, t'as fait des... Alors, c'est pas pour rien que depuis toute petite, je suis fan de Lara Croft, des Marvel, des DC Comics. C'est pas pour rien. je sens le ton. Comme quoi, ce qu'on donne à lire et voir à nos enfants, ça a de l'impact. Tu fais ce casque, tu es au Canada, tu te dis, il faut que j'en fasse quelque chose. Et là, ce qui est vachement bizarre, ce que j'ai pas compris quand tu m'as raconté l'histoire la première fois, enfin, pas compris au sens, tiens, ça dérive du pattern habituel. C'est que normalement, les gens comme toi, avec ton histoire, ton éducation, ton école, ils disent, je vais aller chercher un financement européen, une grant. Ils disent pas, je vais faire une boîte. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais été viré de l'université, alors tu t'es dit... Alors, je pense qu'il y avait une part d'ego. Fuck off. Ouais, je pense qu'il y avait clairement une part d'ego quand même. Parce que je me voyais scientifique. Je me voyais grande scientifique, peut-être pas prix Nobel, mais tu vois, grande scientifique. J'aimais l'université, j'aimais le monde de la recherche, même avec ses défauts, parce que c'est très politique. Mais le fait qu'on m'ait dit que j'étais folle, il y a un truc chez moi qui a craqué, quoi. Et le fait qu'on me laisse pas la ligne... Pour le coup, je le suis devenue, je crois. Et le fait aussi qu'on respecte pas le fait d'avoir des idées différentes. Parce que je pensais, naïvement, que l'université, c'était l'endroit où on pouvait étudier la folie. Tu vois, on pouvait se laisser être dans la folie. Non, mais je sais. Quelle blague. Tu connais le meilleur livre d'épistémologie jamais... Vas-y, je t'écoute. Tu sais que je prends toujours tes références. Est-ce que tu as lu, comment il s'appelle, Stéphane Kuhn, La structure des révolutions scientifiques? Non. T'as pas lu ce livre? Non, je te jure, je l'ai pas lu. Ah, ça t'aurait épargné beaucoup de douleur. Oui, parce que ça a été une souffrance. Hein. Ouais, ça t'aurait épargné beaucoup de douleur. Stéphane Kuhn, c'est un philosophe qui a étudié un phénomène très simple, qui est comment les grandes découvertes scientifiques apparaissent. Excellent. Et il en a tiré une conclusion, qui est la dernière phrase de son livre. Les révolutions scientifiques arrivent une tombe à la fois. Grosso modo, il dit, c'est très simple, il y a des gens qui découvrent un truc, ils prennent le pouvoir, ils emmerdent toute la nouvelle génération qui découvre notre truc jusqu'à ce qu'ils crèvent. La nouvelle génération arrive au pouvoir, et là, truc. Et donc, quel est le plus gros problème de la science dont personne ne parle? C'est l'allongement de l'espérance de vie. Eh oui. Puisqu'en fait, les cycles de changement des élites universitaires
a vachement ralenti. Et donc, les cycles des nouvelles innovations sont ralentis. Et beaucoup de gens se posent la question, pourquoi il y a eu un âge d'or de la science dans les années 1914 à Bah oui, tout le 1945 monde mourait, t'as les guerres. Exactement. C'est macabre. En fait, le taux de mort et les catastrophes ont accéléré les renouvellements à l'université. Et la génération von Neumann, Einstein, Oppenheimer, etc., c'est une génération de jeunes gens qui sont arrivés à des postes universitaires beaucoup plus tôt que ce que leur carrière, normalement, aurait dû permettre en dehors des circonstances historiques. Et depuis la période de paix, eh ben, tous ces mandarins sont à l'université. Et en fait, ce que Stéphane Kuhn, je crois que c'est Stéphane Kuhn, il faudra vérifier quand même le fact-checker, le nom. Mais ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, c'est même pas une volonté de pouvoir égoïste. C'est un mécanisme du cerveau où, en fait, sa théorie, c'est que ça coûte tellement cher une découverte en énergie, etc., qu'en fait, tu as épuisé toutes tes ressources. Tout à fait. Et donc, tu n'as pas de place. Et quand un mec vient et remet en cause, attends, tu dis, vas-y, c'est bon, quoi. Laisse-moi kiffer. tu prendras le prochain train. Et en fait, c'est marrant parce que ce livre, moi, il y a 3 livres qui ont eu un effet genre on-off sur moi. Le premier, c'est Friedrich von Hayek, La route de la servitude. J'avais 16 ans. Vraiment, je me souviendrai toute ma vie. J'ai lu ce livre d'une traite. Après, je l'ai relu la semaine d'après d'une traite. Après, je l'ai relu la semaine d'après d'une traite. Et j'ai dit, en fait, il a tout compris, je serai libéral. Voilà, c'est le truc. Le deuxième, c'est Kuhn. Parce qu'en fait, c'est un cadeau de mon prof de philo de terminale qui s'appelle François Brémondy. Et en fait, je sais pas, un jour, je sais pas quoi, j'étais un rebelle et je me suis plaint. Je lui ai dit que c'était honteux, que je sais pas quoi, quelle découverte n'était pas acceptée et tout. Et il m'a regardé avec sa barbe, comme ça, il m'a dit, jeune homme, c'est une structure tout à fait habituelle, paradigmatique. Les changements de paradigme nécessitent une nouvelle génération. Vous devriez lire Kuhn et la structure des révolutions scientifiques. Bon, je sors, je me souviendrai toute ma vie, je marche, j'achète le livre. Et littéralement, je commence à lire le livre dans le bus. Énorme. Parce que j'avais 1 heure de bus pour rentrer chez moi tous les jours. Et donc, je suis là dans le bus, je suis en train de lire. Et chaque page, tu sais, c'est des livres où, en fait, c'est comme si tu avais une vérité profonde à l'intérieur de toi. Et bam, et bam. Et tu lis les pages, et tu lis les pages. Mais bien sûr, et tout. Et moi, en fait, ça m'a réconcilié avec tous ces gens anti-innovation. Parce que je me suis dit, en fait, c'est pas de leur faute. Non, mais c'est un phénomène naturel. Et moi, ça m'a donné une croyance profonde qu'il faut rester très, très proche de la jeune génération. Moi, j'essaie de fréquenter énormément de gens entre 18 et 23 ans parce que je me dis... Putain, je suis déjà trop vieille. Il faut pas perdre le contact avec le renouveau, avec la jeunesse. Et quand ils disent des trucs que tu comprends pas, moi, le nombre... C'est parce qu'en fait, souvent dans les 18-23 ans, c'est le pic de l'arrogance dans une vie humaine. C'est normal. C'est comme le baby fat, tu sais, ça part naturellement. Mais tu as besoin, quand tu as 18 ans, 19 ans, d'être arrogant, de croire que tu sais tout, surtout. Tant mieux. Et d'ailleurs, moi, j'étais comme ça aussi, je pense. Et même si on s'en souvient pas. Et en fait, des fois, ils me disent des trucs, mais tu sais, genre, ça te prend là. Tu dis, vas-y. Mais j'essaie de toujours montrer une façade d'ouverture, intéressant et tout. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'à force, ça me permet de rester dans le coup, au sens le plus littéral. Et le troisième livre, mais ça, on n'en parlera pas, c'est Ethical Slut. Moi, je vais en parler, hein, mais bon. C'est un autre sujet. Donc, tu crées ta boîte. Comment ça se passe? Tu connais rien. Mal. Tu connais rien du tout. Tu dis, je vais créer ma boîte. Alors, il faut savoir, donc il y a ça qui se passe. Effectivement, l'ego, je pense, l'ego démesuré, c'est réveillé à ce moment-là. Mais mine de rien, sans en avoir conscience, ma première boîte, je l'ai créée, j'avais 20 ans. C'était ma première boîte en consulting qui me permettait de payer mes études. Mais pour moi, je sais pas pourquoi, c'était pas de l'entrepreneuriat. C'était pas une entreprise, tu vois. Sans doute parce que c'en est pas. Hein. Oh, ça va. Mais en tout cas, tu vois, j'étais mon propre patron, j'allais chercher mes clients moi-même, tout ça. C'était très sympathique et ça se passait pas très bien quand même quand j'étais salariée, parce que j'ai beaucoup bossé forcément pour payer mes études. Je voyais bien que j'avais aussi un problème avec l'autorité, que dès que j'avais un patron,
me trouvais plus intelligente, ce qui était un peu gênant, que j'avais du mal à me taire en plus. Donc tout ça, en fait, a fait que mon avocate, à ce moment-là, me dit, y a deux possibilités. Soit tu crées une association pour porter ton projet, soit une entreprise. Je me suis longuement posé la question. Et en fait, je me dis, tu sais quoi ? C'est ça qui m'a fait basculer. Je veux faire du cash. Donc, je suis pas là pour faire une association. Et je pense que la dernière chose qui m'a permis cette bascule, c'est que j'ai pris conscience assez tôt que je voulais gagner de l'argent, que pour moi, il n'y avait pas une incompatibilité entre faire quelque chose qui aide les gens et gagner beaucoup d'argent en parallèle grâce à ça. Et donc, je me suis dit, bah non, tu vas assumer, en fait. Tu n'es pas là pour monter une association. Tu es là pour faire de l'argent, pour pouvoir potentiellement, grâce à cet argent, continuer à faire évoluer l'innovation. Et ouais, donc j'ai pris cette décision. Je pense, avec le recul, maintenant, je te mets les mots dessus, mais je pense à l'époque, elle était assez naturelle. J'ai pas trop réfléchi en réalité. Je me suis pas. Je me suis dit, je vais faire du cash. Association, tu vois, entreprise. Ça a été vraiment ça. Et après, les choses se sont enchaînées. Comme je dis souvent, quand les gens, je leur explique mon parcours, notamment entrepreneurial, ils me disent, oh, c'est incroyable tout ce que tu as vu. Je dis, mais t'as conscience que j'avais pas conscience du moindre pas que j'étais en train de faire. Maintenant, avec le recul, je me dis, putain. J'ai été complètement tarée quand même, mais j'avais pas conscience, j'avais pas peur parce que j'avais aucune conscience de ce qui se passait. Mais rien. Je découvrais tout au fur et à mesure. Franchement, j'étais un enfant de 5 ans complètement naïf, quoi. Et tu vois, moi, c'est la plus grosse leçon que j'ai appris de ma première boîte, c'est qu'il faut pas perdre ça. Il faut garder de l'intuitif. Quand tu démarres un nouveau projet, etc., il faut garder ce côté intuitif parce que sinon, si tu mets de l'intellectualisation, tu bloques tout, quoi. Tu bloques tout. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'au final, bah ouais, je crée cette boîte. On refait un gala de charité, tout ça, pour faire le deuxième prototype. Ça marche bien. Puis je me rends compte que je commence à être courtisée par plein de pharma. Je dis, quand même, c'est intéressant. Et après, ouais, tout s'enchaîne. Tu vois, on démarre, on est 3. L'année suivante, on est 10. Je commence à me dire qu'il faut faire du cash. Je vois que les pharma nous tournent autour. Donc, vu que le produit n'était pas encore prêt, parce qu'il fallait passer toutes les études cliniques, ça malheureusement, c'est des incompressibles. C'est hyper long. Je décide de créer des formules pour les pharma sur d'autres pathologies. Donc là, je me rends compte que je peux en créer plein d'autres. Là, il y a une deuxième, tu vois, prise de conscience qui s'opère. On fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires comme ça. Et au bout de 3 ans et demi, donc ça marche bien, on est 25 dans la boîte, ça scale bien, ça se passe, alors humainement très mal, parce que du coup, je sais pas gérer une boîte, donc je sais pas manager les gens, j'essaie de me faire aider, mentorer, manager, machin, mais je me rends vite compte que quand même la gestion de l'humain, c'est pas mon dada. Moi, je suis très très bien à l'idée, je suis pas manager, je suis un leader. Je suis pas, tu vois, un opérationnel, c'est pas mon délire. Donc je me rends compte vite de ça, mes associés de l'époque prennent la partie un peu plus opérationnelle à ma place. Et là, je vais faire ma vraie grosse bêtise, qui est celle qui m'a le plus appris. Je vais prendre une décision très importante uniquement sur mon ego et mes biais cognitifs. Donc, il faut imaginer, on est juste avant le Covid, 2019. Je fais du cash. On n'est pas rentable, mais on n'est pas loin, tu vois. On n'est pas loin d'être rentable. Je gère très mal ma boîte financièrement, pour info, parce que ma boîte aurait pu être rentable dès la première année. Moi, je crachais de l'argent, puis en plus, l'État français m'en filait. Je gagnais des concours et tout, donc... Voilà, on a, tu vois, en tout et pour tout, on a eu 12 millions. Et en ayant un produit, s'il te plaît, qui n'est pas vendu. Donc, puis voilà, l'argent arrive. Donc moi, je me pose pas trop de questions, tu vois. Franchement, c'était le marché. Hein. Et donc, du coup, 3e année et demie à peu près, dans ces eaux-là, on me demande d'aller voir des investisseurs. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire rentrer ce monde-là dans mon entreprise. J'ai toujours été contre, j'ai jamais aimé ce monde-là. Va savoir pourquoi, j'en sais rien. Je les ai jamais sentis. Il y avait un truc, je comprenais pas la logique intellectuelle. Parce que j'arrivais pas à comprendre qu'ils étaient capables de killer des boîtes alors que ces boîtes-là, en remettant des petits tickets, ils auraient pu vraiment transformer. Il y avait, tu vois, des logiques que je comprenais pas, que j'ai compris bien après. Et je sais pas, j'avais une espèce d'appréhension, j'aimais pas. Il y avait vraiment un dégoût de ce monde-là. Et donc, je rencontre quelques investisseurs. Franchement, j'ai eu des comportements très peu respectueux, on va dire ça comme ça. Je leur dis non, donc forcément, ça les excite encore plus. Je leur dis non et on me fait comprendre, tout l'écosystème me fait comprendre qu'au vu de la société que j'ai, il faut que je lève des fonds. Et que pour que je puisse scaler, pour aller plus vite. Et dans mon esprit, je me dis, tu sais quoi, un peu plus d'argent, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas. Et tu vois, je fais le chemin et je me dis, ok, mais je vais garder les commandes. Et je me souviens, c'était en janvier, vraiment juste avant le Covid. Je fais un dîner, un déjeuner, avec un investisseur. Et il va avoir ces mots que je vais conscientiser que 4 ans plus tard. Il va m'expliquer, il dit, vous voulez lever combien, mademoiselle 1,5 million, c'est ça à ce moment-là. Il explose de rire et dit, mais jamais personne ne vous donnera 1 euro.
Je fais, pourquoi personne ne me donne 1 euro? Je comprends pas. Alors déjà parce que vous êtes une femme, hein, puis que vous avez vu l'âge que vous avez, pas d'expérience. Vous refusez d'avoir un dirigeant qui dirige votre entreprise à votre place, alors qu'en fait, vous n'êtes pas faite pour gérer une entreprise. Et puis bon, franchement, vu comment la boîte est gérée, de toute manière, jamais personne ne vous donnera 1 euro. Et là... Ah, là, tu voulais lever. Ah, là, c'était fini. Là, c'était fini. Ça a fait on-off, là, pour le coup, mais pas de la bonne manière. Je m'en suis pas du tout rendu compte. Hein. J'ai tout post-rationalisé, hein, bien évidemment. Je t'ai trouvé le BP qu'il fallait. Et en fait, dans mon esprit, c'est que je me suis dit à ce moment-là, je vais lever le plus de pognon possible qu'on n'a jamais vu en France sur un tour de Précide. Rien à battre, ils vont voir la petite blonde si elle n'est pas capable. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a levé 5,5 millions en Précide. Donc, le produit n'est pas fini. Hein. Tu n'as pas les études cliniques. Tu ne sais pas si mon truc il fonctionne vraiment. Il n'y a que moi, tu vois, qui ai vu des choses, qui ai senti des choses. T'as pas de business. Alors si, je fais mon business en serviciel, mais on va juste te dire, t'as pas de business sur l'innovation. Tu vois ce que je veux dire? 5,5 millions. En plus, rien que pour le prouver, que des investisseurs français. Juste pour, tu vois, bien dire, je l'ai fait. Et sur ce que j'ai pas vu, une chose, c'est que le piège était en train de se refermer sur moi. J'ai rien vu du tout. Et en plus, je me suis dit, et honnêtement, les hommes et les femmes qui ont intégré ce board-là, je le dis, parce que si jamais ils regardent, je veux qu'ils aient conscience de ça. J'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai apprécié le fait de travailler avec eux. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je m'étais dit, mais de toute façon, c'est moi qui gère. J'ai 160, je venais d'apprendre, mais putain, 160. C'est ça que je suis d'accord avec toi que le chiffre, c'est de la merde. Parce que derrière, ça t'enclenche un truc égotique qui est pas bon. À ce moment-là, je me dis, j'ai 160 de QI. Ces petits 120, 130 là, ils vont me manger dans la main. Je me dis ça à ce moment-là, alors que j'ai un pack d'actionnaires de merde, mais au possible, mais je me dis que ça va le faire. La répartition du capital, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Et les gens, du coup, forcément, c'est des gens que j'ai réussi à convaincre, malgré eux, hein, je pense, hein, très honnêtement. Malgré eux, hein, je suis allée chercher une force de conviction à storytelling qui fait qu'ils ont basculé. Hein, on va être clair. Où ils se sont dit, putain, si ça marche et qu'on n'est pas dedans, on va avoir des problèmes. Tu vois, il y avait vraiment ça. Et je pense qu'eux aussi se sont dit qu'ils allaient réussir à me gérer. Il y avait un peu cette dualité-là. Un double malentendu. Ouais. Ils sont rentrés. Je pense qu'on a compris dès le 2e conseil d'administration qu'on était tous dans la merde. Et qu'il fallait tous garder le, tu vois, poker face pour que personne ne perde. Parce que si quelqu'un perdait la face, bah, on allait à la catastrophe, quoi. Donc, ça a duré 2 ans comme ça. 2 ans d'incompréhension, 2 ans... On a avancé, hein, malgré tout, tu vois. On a homologué la solution, ça allait jusqu'au bout. On a fait nos études cliniques. On a été review dans des journaux, Impact Factor à plus de 8. Donc, tu vois, Natural Science, c'est 12. Enfin, c'est très, très haut. Le parcours est extraordinaire, en fait, en très, très peu de temps. Et c'est grâce à eux et leur pognon. Sans eux, je n'aurais jamais pu amener la solution jusqu'à la validation. Sauf qu'à ce moment-là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est les règles de l'investissement et comment ça marche. Et donc, je vais apprendre ça dans ma chair. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Je vais apprendre la violence de cet écosystème, la violence de ce métier. Je vais apprendre et je vais prendre mes responsabilités. Tu les as fait rentrer, ma grande. Pas pour les bonnes raisons, donc tu n'as pas les bons invests, c'est normal. C'était ma première boîte aussi, donc j'y mettais beaucoup d'émotions. C'était mon bébé, tu vois. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Mes entreprises, c'est des tunnels d'investissement. Je les vois plus du tout de la même manière. Donc, tout ça fait que on va arriver au moment de la crise avec la guerre en Ukraine, où les capitaux s'effondrent et où effectivement ils vont faire le nécessaire. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de méchant dans l'histoire. C'est juste que les conditions de la manière dont fonctionne le private equity fait que ils vont se dire on a le moyen de se dégager de là. Et non, on ne croit pas au fait que cette société puisse perdurer parce que le choix au démarrage n'était pas bon pour eux comme pour moi. Donc, ils vont retirer les fonds. Donc, là où ils devaient bridger, ils vont stopper. Donc, on va se retrouver du jour au lendemain avec plus d'argent, très clairement. Et là, pendant 1 an, je vais vivre procédure collective. Donc, pendant 1 an où tu fais des licenciements économiques, où tu as la médecine du travail qui vient chez toi parce qu'elle t'explique que tu harcèles tes collaborateurs, alors que tu es en train d'essayer de sauver tout ce que tu peux sauver pour que chacun garde son job. Mais c'est normal. Dans une période de chaos, c'est normal. C'est le chaos à l'extrême. Où on va réussir à trouver des nouveaux investisseurs, mais ça va pas se faire pour des questions politiques. Donc, je découvre ce côté-là aussi. Et où, voilà, tu passes toutes les étapes de deuil, hein, quelque part, tu vois, toutes les étapes jusqu'au redressement, où là, tu comprends que tu vas pas pouvoir la redresser, ta boîte, parce que t'as pas de chiffre d'affaires. Donc, tu veux redresser quoi? Rien. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, écoute, l'objectif, c'est de finir proprement. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? C'était accompagner les collaborateurs qui restaient dans l'entreprise pour qu'ils puissent retrouver du travail. Pour moi, c'était vraiment l'élément important. Et trouver un repreneur qui puisse mettre sur le marché la solution que j'avais mis tant d'années à développer et qui fonctionnait et qui avait toutes ces homologations pour aller sur le marché. C'est ce qu'on a fait jusqu'au bout. Et ça a été l'un des moments, je crois que, alors je sais que c'est bizarre ce que je veux dire,
de tout ce que j'ai vécu en 7 ans avec cette première boîte, la procédure collective est probablement l'un des meilleurs moments que j'ai passé dans l'entreprise. Ah oui, pourquoi? Ouais. Parce que jusqu'alors, je me sentais pas entrepreneur. Je me sentais pas légitime en tant qu'entrepreneur. La manière dont j'ai géré mon entreprise pendant cette période, je suis capable de me regarder dans le miroir et en fait, j'ai compris. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais faite pour ça et que j'étais pas scientifique en fait. C'était une erreur de parcours. Que effectivement, l'entrepreneuriat c'était mon ADN, c'était moi quoi. On dirait la blague de Georges Clooney quand il a vendu sa boîte de gin ou tequila. Et il a dit oui, vous savez, je suis un entrepreneur qui a fait un peu de acting on the side. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc c'est là où j'ai su. C'est là aussi où quelque part tu reprends le pouvoir parce que pendant 2 ans, tu as quand même un conseil d'administration qui gère ta boîte pour toi. Donc quand tu es en procédure collective, toute ta responsabilité te revient de nouveau. Comme par hasard, oui. Forcément. Mais du coup, j'ai repris du plaisir à dire, ok, tu sais quoi, c'est toi qui vas la gérer cette fin. Voilà. Et c'est toi uniquement qui va gérer ce qui va se passer. Donc ça, pour moi, c'était super. Et puis oui, et puis après, c'est juste que on a fait des choses extraordinaires avec mon équipe pendant cette période, en fait. Ça a été dingue. Et tu vois, c'est l'autre élément aussi que j'ai conscientisé, c'est que plus jamais je veux être dans le confort financier dans mes entreprises d'innovation. Mes autres entreprises, c'est différent parce que voilà, t'as besoin de t'as pas une obligation de te sentir dans la merde pour avancer. Mais je crois que quand tu dois garder un appétit et une capacité d'innovation, il faut qu'en fait, financièrement, ça soit toujours le rush. Parce que quand c'est toujours le rush, bah, en fait, t'as pas le choix d'innover pour réussir à t'en sortir. Et tu vois, sur ma prochaine boîte en Eurotech, je sais que je pourrais lever plusieurs millions de nouveau, notamment ici, mais je refuse. Je lève un montant qui fait que je serai ni complètement dans la merde, mais je serai surtout pas dans le confort. Surtout pas. Et je crois qu'en plus, j'aime ces moments-là. J'ai un petit côté... Je crois que j'aime... Quand c'est le confort, c'est un peu chiant quand même. Ne t'habitue pas à ça. C'est mauvais. Et donc, tu as géré la procédure collective jusqu'au bout. Ouais. Et après, tu es parti à Dubaï. Ouais. Pourquoi Dubaï? Écoute, j'ai plusieurs connaissances en fait qui naviguaient autour de moi, qui étaient à Dubaï, qui m'ont dit de venir pour ma société dans un premier temps pour voir si des personnes pouvaient être intéressées pour essayer de la sauver ici. Donc ça a été le début. Et en fait, j'ai mis les pieds ici en me disant, donc je me dis ok, j'y vais quelques jours, c'était pendant l'été. Et je mets les pieds ici. Je vais direct à Abu Dhabi, je passe pas par Dubaï. Et les 3 premiers jours, je me dis... Qu'est-ce que je fous là? C'est pas pour moi ici. Qu'est-ce que je fous ici? Il fait trop chaud. En plus, c'était au mois d'août. Il fait trop chaud. J'aime pas. Et j'arrive à Dubaï. Première nuit à Dubaï. Et écoute, là, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans et cette émotion n'est jamais partie. Il y a quelque chose dans cette ville où je me suis sentie chez moi. Je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas rationnel du tout. Je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie à ma place. Plus je rencontrais de gens, plus je disais « Putain, je suis pas toute seule à être complètement tarée. Ouais !» Il y avait ce côté, en fait, je me suis sentie dans ma zone refuge. Je me suis sentie avec des gens comme moi, avec la même énergie, la même niaque, des gens qui n'ont pas peur de parler d'argent, qui n'ont pas peur de parler d'innovation, qui n'ont pas peur d'avoir plusieurs boîtes, plusieurs investissements. Et en fait, je me suis sentie à ma place. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que je sentais ça. Ça fait combien de temps que tu es là? J'ai découvert Dubaï en août de l'année dernière et je suis arrivée définitivement en novembre. J'ai pris ma décision très vite. En août, t'as aimé? Ouais. Ah ouais. Ouais, pour te dire, c'est un vrai coup de foot. Je crois que là, c'est de l'amour inconditionnel, tu vois, pour le coup. Mais il y a eu ça. Ensuite, j'ai découvert tout ce que le gouvernement émirati est en train de mettre en place en termes de santé, d'intelligence artificielle en santé et de logiciels en santé. Là, j'ai fait aïe, c'est vachement intéressant quand même ce qui se passe ici par rapport à mes business. Et la dernière chose, quand j'ai tout perdu et que je me suis retrouvée vraiment en banqueroute en France, j'ai toujours payé mes impôts en France. J'ai toujours été, voilà, j'ai même, tu le sais, je t'en ai parlé, j'ai été au Conseil national du numérique nommé par le Premier ministre de manière volontaire. Pendant 2 ans, j'ai bossé pour le gouvernement gratos. J'ai travaillé sur la charte des violences faites aux femmes avec la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes gratos. J'ai toujours, tu vois, j'avais vraiment à cœur, j'étais chauvine, quoi. Mon pays, c'était vraiment quelque chose d'important. Payer mes impôts dans mon pays, c'est quelque chose d'important. Sauf que quand j'ai tout perdu, que je me suis retrouvée en banqueroute, surendettée, dans une situation financière que j'avais rarement connue, aussi négative, aussi compliquée, on m'a expliqué que j'avais le droit à rien, même pas au RSA.
Et je me souviendrai toute ma vie de la violence de ce coup de fil où on m'a expliqué que j'avais qu'à mettre de l'argent de côté. Donc, ce que j'explique à la dame au téléphone, qui n'arrive pas à comprendre, c'est que l'argent de côté, en fait, que j'avais, je l'ai réinjecté dans ma boîte pour payer les salaires de mes collaborateurs. Voilà. Et là, elle me dit, ouais, mais fallait être égoïste, madame, parce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez droit à rien. Et là, je t'avoue que ça a fini de me cuire. C'est-à-dire que là, je me suis dit, mais en fait, du coup, je suis plus confortable avec ce système d'imposition sociale où j'ai pas de problème à gagner de l'argent, j'ai pas de problème à reverser pour justement, tu vois, de l'empathie. On en parlait pour les plus pauvres, j'en ai parce que c'était quelque chose de très important pour moi. Mais alors, quand moi, je suis dans la merde, il se passe quoi, en fait? Et que je me retrouve pauvre, il se passe quoi? Et donc là, ouais, très violent. Très violent. C'est là où tu te rends compte que les signes extérieurs de richesse sont très mauvais aussi parce que ouais, mais t'as vu la villa que t'as, mais d'accord, mais en fait la villa faut que je la vende, tu vois, c'est une charge, c'est horrible, j'aurais jamais dû être propriétaire. Enfin, t'as plein de choses comme ça que tu découvres. Et donc ça a fini de me finir, ce qu'elle de dire, je sais pas d'autres phrases, tu vois. Et je me suis dit ok, je crois que j'ai envie d'un système plus libéral. Et je suis plus prête, en tout cas, je suis plus prête à ça pour l'instant. Je te dis pas, peut-être que j'y reviendrai dans quelques années, j'en sais rien, mais je pense pas. La manière, en tout cas, dont Dubaï accueille les entrepreneurs, la manière dont on est respecté. Pardon, mais moi, je vais parler de respect parce qu'à un moment donné, les entrepreneurs, c'est eux qui créent la richesse dans un pays. C'est nous qui créons les emplois. C'est nous qui créons aujourd'hui le tissu économique. Et en fait, ici, on est respecté. Et moi, j'ai pas l'impression d'être respectée dans mon pays. C'est dramatique pourtant. Et j'aime mon pays. Je continue à aimer mon pays, même en étant ici et même en ayant vécu ça. Mais ouais, je veux me sentir respectée. Et ici, je me sens respectée. C'est important de le dire à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant que femme. Il n'y a pas beaucoup de pays où tu peux dire ça. Oui, c'est vrai. Bah dis donc. Putain, mic drop. Je sais même pas. J'ai rien envie de dire, en fait. Bon, bah écoute. Et alors, c'est quoi les projets maintenant ? Écoute, projet, lancement de la société en Eurotech d'ici quelques mois. On aura l'occasion d'en reparler. Et gros projet, du coup, que j'ai lancé il y a quelques semaines, ma plateforme d'infoprenariat. Parce qu'en fait, j'ai été élue ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin en France. Ce qui fait que pendant plus de 10 ans, j'ai accompagné des femmes à monter leur entreprise, une centaine de femmes, gracieusement. C'était complètement du bénévolat. Et en plus de ça, effectivement, j'ai été formée, et ça a été important pour moi parce que j'ai pu agir contre les violences faites aux femmes. J'ai été formée à la négociation complexe par des anciens du RAID et de l'ONU. Et ça a été pour moi juste incroyable. Et en fait, tout ça, je me suis dit, il est temps que tout ce que tu as vécu, j'ai eu la chance de vivre un cycle entier en fait, d'entreprise. Et tout ce que tu as vécu, il est temps que tu le transmettes. Et donc, j'ai voulu créer une plateforme. Et j'avoue, un peu comme toi, je me suis collée aux plus jeunes qui m'ont mis la tête dans le guidon en me disant « Attends, t'es pas sur Instagram, meuf, avec tout ce que t'as vécu, ça va pas ou quoi ?» Donc, du coup, qui m'ont mis sur Insta, parce que j'y étais pas du tout. Enfin, moi, je connaissais pas ce monde-là du tout. Même chose sur TikTok, YouTube, etc. Et qui m'ont dit « Il faut impérativement que tu fasses un accompagnement. Tu peux pas ne rien faire avec le savoir que t'as. » Et du coup, je les ai écoutés. Je me suis fait accompagner 20 ans, 22 ans, 23 ans de plein de jeunes super. D'ailleurs, tu as fait la formation d'Antoine. Oui, j'ai fait la formation d'Antoine, que j'ai pas fait terminer d'ailleurs. Ouais. Parce que je suis rentrée dans l'action très très vite. Et ouais, j'ai créé du coup cette formation, qui n'est pas vraiment une formation, qui est un accompagnement sur mesure, parce que pour moi, je voulais essayer de trouver le compromis entre formation qui arrive à tourner seule et en même temps pouvoir offrir à chaque femme un accompagnement ultra personnalisé. Donc j'ai fait un mix entre ce que tu peux avoir, tu vois, en termes de training fitness, par exemple, sur les réseaux, et la formation, et vraiment la formation sur plateforme. J'ai fait vraiment ce mix-là. Et du coup, j'ai lancé il y a une semaine. Et donc, voilà, je suis hyper fière de ça. J'ai plein de projets de nana différents, c'est génial. Et donc, voilà, je fais coaching collectif gratuit tous les dimanches à 18h, sans exception. C'est ritualisé. L'objectif, c'est qu'en live, je réponds aux problèmes de toutes les nanas. Donc, tous les problèmes qu'elle a, on n'est pas, tu vois, sur un format webinaire où tu es bien prise à distance et où tu es en sécurité. C'est pas du tout ça. Les nanas, en fait, elles ont 20 minutes sur chaque slot. Et 20 minutes, elles me disent, OK, moi, mon projet, c'est ça. Je rencontre tel problème, comment je débloque? Et je leur débloque en live le problème, en fait. Voilà. Et après, si elles ont envie d'un peu plus, on discute. C'est un peu ça l'idée. Incroyable. Mais ça, effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur. Et ouais, j'ai envie d'aider vraiment des milliers de femmes à vivre ce que moi, je vis au quotidien, qui est une indépendance incroyable. Et ta boîte de Neurotech, t'en crées une nouvelle? Ouais. T'en parles de ça? Pas encore. C'est un peu tôt. Ça, je te dis, on s'en reparlera. Okay. C'est un peu tôt. Mais oui, je peux pas abandonner Bien sûr. Ce que j'ai créé. C'est pas possible. Donc, et j'en ai plein dans la manche encore. Donc, sur d'autres pathologies qui n'ont pas forcément à voir avec la douleur. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, pour la petite histoire, tu es aussi ma prof de chant. Tout à fait. C'est ma grande résolution de l'année. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Parce que, après tout ce que tu viens de nous raconter, tous les trucs, t'as trouvé où le temps de devenir chanteuse? J'ai commencé le conservatoire, j'avais 8 ans. Okay. Ouais, à peu près 8 ans. La danse, pareil. Et j'ai toujours été artiste. C'est la seule chose qui fait que je pète pas un plomb. C'est la seule chose qui fait que, tu vois, je me tape pas la tête contre les murs quand mon cerveau me fait chier. D'accord. C'est la seule chose où j'arrive à me mettre en vulnérabilité complètement. Et sans ça, je suis pas bien. Sans ça, je suis pas bien du tout. Et donc, ouais, je chante depuis l'âge de mes 8 ans. Je me produis depuis l'âge de mes 16-17 ans. Je fais des concerts depuis l'âge de mes 16-17 ans. J'ai financé la première société de Neurotech en étant meneuse de revue dans un cabaret français où je faisais du burlesque. J'étais performeuse burlesque et chanteuse de blues et jazz. C'était incroyable. J'adorais cette vie. Tu allais le soir, personne te reconnaît, tu vois, t'es presque masqué, t'as une espèce de double identité, je sais. On revient en Marvel et Odyssey, il y a un truc chez moi là-dessus. Mais double identité, personne ne savait ça. Enfin, j'adorais ce moment de ma vie, a été extraordinaire. Et le lendemain, t'étais à l'université, hyper BCBG, j'adorais ça. Et sauf qu'aujourd'hui, maintenant, j'assume les deux complètement. On m'a interdit aussi de l'assumer, hein, parce que mes investisseurs de l'époque voulaient surtout pas que je dise que je montais sur scène pour chanter, danser ou quoi qu'est-ce. Et maintenant, je l'assume complet et je suis hyper contente, tu vois, parce que j'ai mes premiers concerts ici. Donc, ouais. Et bien sûr, tu vas être invitée, t'as à venir à ma première. Hein. Mais du coup, j'ai pas encore la date. Logiquement, ça devrait être le premier vendredi, juste après le Ramadan, pour fêter, tu sais, les 5 jours de grosse siesta. Donc, et après, ça sera tous les vendredis et c'est Pierre Gagnère. Donc, belle adresse en plus. Dans le nouvel restaurant de Pierre Gagnère ? Ouais. Donc, franchement, hyper contente de blues et de jazz. Et j'enseigne depuis 10 ans, je pense, à peu près. Aussi bien la danse que... Donc, si tu veux te mettre à la danse aussi, il n'y a pas de problème. La danse que le chant. Et j'adore... Le partage a toujours été un élément hyper important pour moi. En tout cas, tu es une prof incroyable. Merci beaucoup. C'est vraiment... Donc, bientôt, tu vas devoir chanter dans ton émission. Challenge dans 1 an, tu vois. Dans un an. On va voir. On va se faire un duo comme ça. On va voir. C'est un des trucs les plus challengeants que j'ai jamais fait. Je savais pas à quel point c'était fatigant, en fait. Ouais, c'est dur. Je sais que c'est très dur. On a l'impression comme ça que c'est... facile, mais voilà, le chant, c'est un muscle. Rien, je parle beaucoup dans la semaine. Et donc, j'arrive le dimanche et en fait, je suis épuisé. T'es épuisé, ouais. Et je me rends compte. Mais je vais te prendre un nébulisateur pour que tu puisses nettoyer tes cordes. Ça m'a trop fait marrer que... Parce que, pour la petite histoire, je fais ces cours de chant avec Adam. Adam Pamar, le frère de Sofiane Pamar. Et il a eu sa première séance avec toi. Et il était aussi épuisé que moi. Et donc... Tu sais que j'ai vu, à la fin de la séance, il essayait de garder contenance. Il m'a accompagné, tu sais, jusqu'à mon driver et tout. Mais je sentais trop qu'il avait juste envie de se poser, qu'il était crevé. Mais ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Donc j'étais content parce que je me disais, ouais, comme il est très sportif, et je me suis dit... Non. Quand t'as jamais travaillé ça, et surôt jamais travaillé tes poumons aussi, c'est hyper fatigant. Ouais. C'est ultra fatigant et tu fais travailler beaucoup ta cognition et tout. Enfin, c'est... Ouais, mais vous allez voir. Moi, je donne encore 1 mois. Le mois de mars, là, vu sur quoi on focalise... Je pense que dans 1 mois et demi, déjà, ça ira beaucoup mieux. Stylé. En tout cas, très, très, très agréable. Entrepreneuse, chanteuse, vie sociale hyper active à Dubaï. Comment tu gères tout ça, en fait? C'est quoi tes techniques de productivité? Est-ce que tu spécialises des journées sur des sujets? Non, tu fais un peu de tout tous les jours? Ouais, je fais un peu de tout tous les jours. La première chose déjà, c'est que j'ai pas forcément de jour de récupération. Tout quoi, j'ai pas un jour off, tu vois, où je vais rien faire. En tout cas, j'en ressens pas le besoin. Je suis très à l'écoute, par contre, quand je sens que mon corps est fatigué. Par contre, je suis capable de débrancher et tu me vois plus pendant 15 jours, quoi. Donc, j'ai plutôt souvent, quand je me sens pas bien ou pas productif, c'est que ce que je fais, je suis plus alignée. Ça me fait chier, en fait. Tant que je prends du plaisir... Franchement, ça va. Je dors bien, je mange bien. Je fais beaucoup de sport aussi. Je fais du polo, je fais de la salle, je fais de la danse. Donc, j'ai quand même une activité physique assez importante. Tu fais de l'équitation, effectivement. Ouais, je fais enfin, c'est pas vraiment de l'équitation. Enfin, si, c'est de l'équitation, mais c'est du polo, quoi. C'est vraiment, tu sais, c'est du rugby à cheval. C'est vraiment ça. C'est un peu violent. Moi, j'ai pas encore le droit de jouer parce que j'ai pas encore le niveau. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais je prends soin de mon corps, je prends soin de ma tête. T'as commencé le cheval tôt ou... Ouais, j'ai monté mon premier catastron, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et ça a été des grands allers-retours. Grande éducation, quand même. Ouais, non, ouais. Mais en fait, ma famille était... Si tu veux, j'ai notamment ma grand-mère, donc les Eslous et les Moinards, étaient des personnes assez aristos, en fait, avec une grosse éducation. Notre arbre généalogique remonterait à l'un des 5 avocats qui ont...
qui ont, comment dire, défendu Louis XVI. Bon, heureusement, c'est pour ça que j'ai jamais été avocat, tu vois, parce que la descendance, elle était quand même pas très bonne. Je voulais pas prendre le risque d'un point de vue karma. Attends, mais c'est quoi cette histoire avocat de Louis XVI? Ah bah c'est sacrément réussi comme défense. C'est pour ça, tu vois, j'ai jamais, je me suis dit, on va éviter ce métier. Et donc effectivement, famille où, tu vois, moi, j'ai appris à manger, balai derrière le dos, claque comme ça. J'ai appris à marcher, j'avais des exercices avec le livre sur la tête. Quand je posais pas mes mains correctement, tu sais, c'était les couverts en argent sur les mains. Moi, c'était vraiment comme ça. Comment tu t'assois, comment tu marches quand t'es une femme. Je me souviens toujours, à l'âge de mes 6 ans, c'était comment tu dépiotes ta putain de crevette. Tu vois, c'était que des trucs comme ça. Donc, assez naturellement, l'équitation, le golf, même si on n'avait pas forcément les moyens, par contre. Donc, c'était vraiment des incursions dans mon cursus, entre guillemets, éducatif. Mais ça faisait partie, effectivement, de ce qui était demandé. Ma grand-mère veillait très au grain là-dessus. C'était, elle, très important. On n'a plus d'argent, mais on garde une éducation. C'était vraiment ça. C'est intéressant. Et tu feras la même chose avec tes enfants? Oh my God, j'en sais rien. Écoute, déjà, il faut que j'en ai. On va commencer par ça, faut que je trouve la bonne personne et que j'en ai. Et écoute, si un jour... je pense qu'après cette émission, le nombre de candidats va exploser. Non, je pense que c'est l'inverse. Ils vont dire jamais une folle comme ça à mes côtés, tu vois. Tu crois? Franchement, il n'y a rien de plus dur quand tu es une femme entrepreneur de trouver l'amour. C'est super dur. C'est super dur. Il y a un vrai sujet. Les hommes ont perdu leur virilité, mec. Mais vraiment. Ah bon? Mais les hommes ont perdu leur virilité. Tu gagnes plus qu'eux. Ah bah, je suis pas utile et ils se sentent pas bien. Mais j'ai eu des dates où quand j'ai expliqué que j'étais entrepreneur, donc au départ, ah oui, alors t'es quoi? T'es kiné? Tu vois, dès que t'es une femme, hein, c'est tout de suite petite entreprise. Une boutique sur Etsy. Exactement. Et quand j'ai expliqué ce que je faisais, la deuxième question, c'était tu gagnes combien? Quand je répondais, parce que moi, je m'en fous, tu vois, je suis nature peinture. Transparente. Et ben, boum, t'avais vraiment le masque, mais tu sais, le masque de oh. Et écoute, j'ai passé une super soirée, mais ça va pas être possible, quoi, parce que je vois pas ce que je peux t'apporter. J'étais là, mais on n'est pas là pour s'apporter quelque chose, en fait. On est là pour tomber amoureux, passer un bon moment ensemble. Enfin, j'en sais rien, c'est quoi ce délire? J'aime bien comment tu rationalises ça. On est là pour tomber amoureux, bordel. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais franchement, je vais pas mettre un peu de poésie. C'est ça. Et donc, non, c'est hyper dur. Et moi, j'ai plein d'hommes qui m'ont dit, tu me fais peur. T'es trop masculine. Je dis non. J'ai dit, j'ai un côté masculin et j'ai un côté féminin. J'ai les deux, en fait. Et c'est ça le bon équilibre, d'ailleurs. C'est d'avoir cette capacité d'avoir les deux dans les énergies. Mais non, moi, je fais fuir les mecs. Ils ont tous peur de moi. C'est atroce. Donc, du coup, si tu veux, j'en suis à l'étape où, déjà, trouvons quelqu'un. Premier step. Première étape. Et après, écoute, si Dieu me donne des enfants, moi, je suis très à l'aise avec cette question. Si j'en ai pas, je suis heureuse. Si j'en ai, je suis heureuse. J'ai un rapport à ça. Tu ne verrais pas faire des enfants seuls? Non. Par contre, non. Pour moi, c'est un chemin à deux. Tu ne te verras pas faire des enfants avec une copine? Non. Genre juste partenaire? Non, juste partenaire. Non, pour moi, c'est... Et tu te verrais faire des enfants avec un ami masculin? Sans aucune relation romantique? Non plus. Tu vois, Tu penses que c'est une rencontre d'âme pour moi. Les enfants ont besoin Alors non, ils n'ont pas forcément besoin d'un homme, d'une femme, non. Je veux dire... Ou d'un cadre familial spécifique. Je pense qu'un enfant a une capacité d'adaptation. On a oublié ça malheureusement quand on est adulte, mais capacité d'adaptation serait extraordinaire. Et je suis d'accord avec toi, tant qu'il y a de l'amour, tout passe. Tout passe, tout est acceptable. C'est plus que pour moi, donner la vie, c'est un acte d'amour en fait conjoint. C'est la rencontre entre deux âmes. Donc, tu vois, ça se trouve, je tomberais amoureuse d'une femme, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, je tombe amoureuse d'une personne, pas d'un genre. Donc, pour moi, c'est la rencontre de deux âmes et cette envie de se dire, on a quelque chose à offrir au monde, en fait, quand on se mélange à deux. Pour moi, c'est vraiment ça. D'accord. Vraiment, vraiment ça. Et je suis un peu romantique sur ce côté-là, je dois avouer. Pas du tout biologique. Mais aussi parce que si j'en ai pas, j'ai une vie comblée. Tu vois, je ne suis pas à la recherche, je me sens pas, mon Dieu, je vais jamais être mère, donc il me manque quelque chose dans mon identité, oh mon Dieu, c'est horrible. Non, je suis pas du tout là-dessus. J'ai la chance d'être aimée d'enfants incroyables autour de moi. Je me sens maman pour certains enfants qui sont autour de moi. Je suis hyper comblée. Et c'est plus, pour moi, ça serait plus un dessert en plus, tu vois, que la vie m'offrirait. Mais j'ai déjà tellement de desserts que ça va. Mais si un jour des enfants, oh my God. Ça va être la merde. Hein. Je vais être une très mauvaise maman.
Imagine, il a un QI de 90. Non, c'est pas possible. Si Ça c'est- se transmet, je te jure. Ça se transmet pas. Tu sais très bien que l'épigénétique, Je c'est sais. anthropique. Hein. Non, mais écoute, s'il a un QI de 90, je le mettrai au sport. Comme ça, il y aura quand même de la compétition, de la performance quelque part, tu vois. Non, la réalité, c'est que je pense que la nature est bien faite. Et quand tu vois comment ça se passe chimiquement dans notre organisme, notamment en tant que maman, quand on donne naissance, tu ne peux pas ne pas aimer ton enfant. Chimiquement, Ah, ça oui. t'est impossible. Ça t'est interdit. Jusqu'au moment où ça déraille. Et... Ouais, mais ça tient longtemps. Hein. Chimiquement... Non, mais chimiquement, tu sais que ça peut dérailler. Ça s'appelle ouais. postpartum. Hein. Écoute... C'est justement... J'espère que mon corps ne fera pas ça. Mais logiquement, si en tout cas tu as le bon niveau d'ocytocine au moment de l'accouchement, qui Exactement. s'ensuit derrière. D'ailleurs, je lisais un article, parce que évidemment, comme je commence à m'intéresser à ce sujet, je geek sur le sujet. Tu m'étonnes. Et tu sais que tu peux prendre de l'ocytocine Oui. en spray nasal. Ça t'aide à te détendre, ça t'aide à te mettre dans les meilleures conditions possibles Ah, pour c'est- accepter la douleur. ouais. Et au moment de l'accouchement, tu sais que si tu fais ça, tu Exact. réduis énormément tes douleurs et tu as la possibilité d'accoucher naturellement. Exactement. Et ben, je lisais ça, et notamment, je lisais que ton risque de postpartum est divisé par 10 en prenant l'ocytocine. Et là, tu dis, mais pourquoi On le fait pas automatiquement. Ouais. Parce que j'ai pas réussi à trouver de contre-indication. Enfin, j'ai vu qu'une surdose d'ocytocine pendant trop longtemps, ça pouvait... Mais non, tu le prends, tu vois, mais tu le là, prends quand les on contractions parle- démarrent en fait, parce que Ex- c'est en immédiat en plus. Exactement. En effet. Donc, Donc, il n'y a pas de... je sais. On n'est pas en train de dire aux gens de les shooter 10 ans à l'ocytocine. Je Mais sais. tu dis, quand tu vois le drame du postpartum, parce que pour avoir... Première cause de suicide en France chez les femmes. Ouais, bah, Le c'est pas- postpartum m'a c'est- pris en c'est- charge. C'est pas étonnant. Moi, j'ai vu dans mon entourage une fois un cas comme ça. Et tu vois bien, en plus, tu vois 3 choses incroyables. La culpabilité, l'entourage qui devient fou, parce que genre, c'est pas normal, l'instinct maternel. Ouais, c'est Et ça. frère, tout mécanisme a son contraire. C'est ça. S'il existe un mécanisme par lequel la chimie fait que tu aimes ton enfant, il y a forcément des gens qui déraillent. Enfin, c'est Ouais, la c'est règle vrai, de je suis tellement d'accord avec toi. tout système complexe. C'est que plus un système est complexe, plus lorsqu'il déraille, C'est il clair. diverge à l'infini. Donc, au lieu d'avoir de l'empathie pour ces gens-là, et tu dis... Donc, je ne connais pas les chiffres du postpartum en France, mais c'est pas rare. Ah non, non, Genre, c'est pas rare. c'est genre presque 20% une des femmes. Ah non, non, t'es à plus que ça. Ah, c'est plus Parce que ça t'as postpartum sévère. Mais t'as toutes les phases transitoires Ah oui, de d'accord. postpartum Mais aussi. Prenons Tu juste vois le cas sévère. Alors, Je le crois cas que sévère, t'es à peu près à 20%. Ouais. Ouais. T'es entre 15 et 20% de Ok. postpartum sévère où Donc, vraiment là, t'as des énormes risques. Tu te dis que tu joues une loterie où tu as une personne sur 5, que tu peux réduire cette personne sur 5 à une personne sur 50 en prenant un spray nasal, bon, Ouais. qui fait un peu mal. Moi, j'ai pris de l'ocytocine en... Ça fait mal. Ouais. Parce que ça dilate. Putain, waouh. Ah ouais, ça dilate. C'est... Mais bon, je suis un homme. Ma tolérance Non, à non, douleur, c'est- elle est très faible. Alors non, ça c'est un mythe. Ça c'est Ah, un mythe. c'est un Ouais, mythe ouais, c'est un mythe. C'est un C'est complet pas- mythe. Pourtant, C'est les femmes qui ont plus de douleurs biologiquement que les hommes. D'accord. Parce qu'en fait, Mais à alors, cause des oestrogènes. Comment t'expliques que le moindre Ça homme s'appelle qui- la culture. Ça s'appelle la culture et l'éducation. Mais biologiquement, ce sont les femmes qui sont plus douillettes. Ah ouais. Ouais. Biologiquement, le fait d'avoir en fait des oestrogènes fait que tu ressens plus la douleur et plus fortement. Ah. Parce que moi, je vois les hommes à la maison quand ils sont malades. On dirait que c'est la fin du monde. Hein. Et ouais, c'est une question d'éducation. Ou tu sais, dans les films d'action, quand le mec il se bat et tout, Ouais, il se ouais. défonce, et après, il se fait soigner, il a. Ah, Ça fait penser à OC117, tu sais, quand il a. Ouais. d'accord. Ah, Mais biologiquement, donc, c'est un fake. comment toi qui as été dans ce milieu des biotech, des pharma, d'ailleurs, est-ce que tu crois au complot pharmaceutique? Pas du tout. Ok. En fait, quand on connaît un peu le fonctionnement des pharma, on comprend deux choses. Bien sûr qu'elles sont là pour faire du fric. Ok, comme n'importe quelle entreprise. On va un peu se dire la vérité. J'aimerais bien qu'on se dise, une entreprise est là pour faire de l'argent, tout va bien. sûr. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui disent en santé, il faut pas, si, comme n'importe quel autre business. Mais les pharma surtout sont des accélérateurs d'innovation parce que c'est pas l'État qui finance les innovations, des innovations de rupture en santé qui coûtent cher. C'est la Ce patte du sont gain. les pharma qui financent ça. Et on a tendance à l'oublier, c'est eux qui mettent des milliards sur la table pour majoritairement un produit sur 10 qui arrive à fonctionner. On a juste tendance à oublier ça, quoi. Donc, Et- bien sûr qu'ils ont besoin de faire beaucoup de cash, bien sûr que des fois, ils vont préparer le marché d'une certaine manière pour pouvoir maximiser leur impact. Mais en fait, c'est normal. Et de temps en temps, et ça, c'est en train d'évoluer, tu vois, de temps en temps, tu as les pharma vont pas prendre, et les États non plus. Très intéressant, moi, je pense, de poser la question de cette manière-là. Parfois, ils ne vont pas prendre la question de l'intérêt général dans la santé. Je donne un exemple. Tu as aujourd'hui des vieilles molécules
qui pourraient être retravaillés, retestés pour certains cancers. Malheureusement, Par exemple, sur ces cancers-là, la metformine. par exemple, sur ces cancers-là, Prenons un exemple. t'as pas assez de patients, quoi. Donc, développer pour 1 milliard ce putain de médicament, pour le nombre de patients que tu as, c'est de la perte sèche. Très intéressant. Les pharma n'y vont pas, donc là, on crie au loup. C'est pas normal, il y a un complot, etc. Les États n'y vont pas non plus, alors que c'est les États qui sont en charge de l'intérêt général. Juste faire réfléchir 2 secondes. Qui y va? Eh ben, il y a des entrepreneurs, pardon, mais je le dis, il y a des entrepreneurs qui, aujourd'hui, en fait, ont retravaillé la notion d'association en disant juste on va faire des entreprises à but non lucratif, où en fin de compte, on va accepter de perdre de l'argent pour gagner de manière différente, en fait, qui ont repris vraiment la notion de fondation à l'américaine, en la travaillant un petit peu différemment. Et c'est une nana, d'ailleurs, qui a monté cette boîte, qui a repris tous les brevets, et qui, en fait, a réussi à faire financer à perte ces médicaments, sauf que du coup, vu qu'elle en a beaucoup, ça devient plus à perte. Je trouve ça hyper intéressant. Et moi, j'aime bien dire, quand vous dites les pharma, c'est pas possible, c'est pas, tu vois, il y a un complot, etc. Moi, je dis, mais regarde l'État. Qu'est-ce que fait ton État pour ta santé? Et est-ce que l'alignement d'intérêt entre les pharma et les patients est pas terrible dans le sens où ils ont quand même un intérêt à ce que les gens soient malades, puisqu'ils sont là pour faire de l'argent? Alors. Et 2, est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt immense à te vendre des molécules, des nouvelles molécules, juste alors qu'en fait, t'en as pas réellement besoin? Moi, je dirais 2 choses. La première, c'est que si demain, les maladies n'existaient plus, on a cette grande chance incroyable. Oui, les pharma disparaissent. Non, elle ferait des compléments alimentaires, elle ferait autre chose. Elle ferait autre chose, en fait, pour nous accompagner sur la bonne santé. Au lieu de nous accompagner sur la maladie, elle nous accompagnerait sur la bonne santé. Ça, c'est la première chose. Un pharma est là pour suivre le marché. Okay. Premier élément. Deuxième élément, on sait aujourd'hui que les 4 grandes faucheuses, c'est comme ça qu'appelle en tout cas l'Organisation mondiale de la santé les maladies dites non transmissibles. Tout le monde a peur des virus, mais c'est pas ça qui nous tue. Ce qui nous tue en tant que population, ce sont les maladies chroniques, donc cardiovasculaires, cancer, neuro, respiratoires, bien évidemment. Et ces faucheuses-là, il y a 3 choses très simples à mettre en place pour que 80% de ces maladies disparaissent. On n'est pas en train de dire juste diminue, on dit disparaissent. C'est faire un peu de sport, manger correctement et gérer son stress et bien dormir. Ça va ensemble. Ça, c'est pas un pharma qui va t'expliquer comment faire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont suffisamment intelligents pour savoir que c'est le cas. C'est pas une info que tout le monde découvre. Et c'est une responsabilité qui est individuelle, non collective. Et donc, on a un problème avec l'industrie de l'agroalimentaire qui nous empoisonne. On a un problème avec le système... Mais si tu changes ta manière de consommer... En fait, pour moi, je crois sincèrement que les gens ont le pouvoir. Pour être un peu devenu un nerd du sujet de l'agroalimentaire et de l'alimentation, c'est vraiment très, très dur de s'alimenter correctement. Alors, c'est vrai que je te rejoins à ce que j'avais vu une de tes interventions sur les légumes, notamment... Moi, je suis devenu fou sur ce sujet. C'est très compliqué parce qu'on a quasiment plus de vitamines, de minéraux, enfin, on a quasiment plus rien dans ce qu'on mange. Et ici, on va pas se mentir, à Dubaï, c'est encore pire qu'en France. C'est très, très compliqué. Alors... oui et non, parce qu'en fait, l'avantage d'ici, c'est qu'ils ne sont pas opposés à l'aquaponie et aux nouvelles formes d'agriculture. Et donc, ils risquent de rattraper avec des légumes injectés en vitamines artificiellement. Et en fait... Mais on a détruit nos sols après. Oui, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, pour avoir parlé notamment, on s'est associé au domaine d'Ablon avec la plus grande spécialiste française de régénération des sols. Et donc on a beaucoup parlé avec elle. En fait, c'est refaire un sol, c'est un cycle de 15 ans. C'est pas un cycle de 100 ans. On se rend pas compte en fait. C'est juste de la volonté, c'est juste de la. C'est accepté du coup pendant 15 ans de perdre de l'argent. Et c'est accepté. En fait, c'est vrai que l'État ne voit pas l'état des sols comme un sujet stratégique, ni d'ailleurs la qualité de l'eau. Alors, en fait, tu vois. Ce matin, je lisais un article qui expliquait que l'Assemblée nationale allait voter une loi pour que l'enseignement du hip-hop nécessite une licence universitaire sous peine de 15 000 € d'amende. Pendant ce temps-là, les sols, l'énergie et l'eau, il n'y a aucune vision politique. C'est-à-dire que l'eau, en France, il y a un sujet dont personne ne parle, qui est que ça a été privatisé n'importe comment, en train de se faire niquer. Genre, l'eau minérale, en fait, c'est de l'eau de source filtrée. Enfin, il n'y a rien qui va sur ce sujet-là.
L'agriculture, alors j'en parle pas parce non, qu'à tous les niveaux, ça fait 50 C'est ans juste pas possible. on a un seul critère qui est la productivité à un prix qui Au est... détriment des hommes qui la produisent. Exactement. Alors eux, en plus, alors j'en parle même pas, les pauvres. Et l'énergie, moi, on m'a toujours pas répondu à la question pourquoi la guerre en Ukraine avait monté le prix de l'énergie alors qu'on est censé produire 95% en nucléaire. J'aimerais qu'un jour, il y ait juste un mec qui réponde à mathématiquement cette pourquoi. putain de question. C'est clair. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Et À un que moment donné, mathématiquement, c'est soit on nous a menti Ouais. sur le parc énergétique français, soit on a Après, fait des tu sais conneries. que l'état de notre parc énergétique est dans un sale état quand Oui, même. mais c'est ça en fait. En fait, l'histoire, T'as c'est que 95% énormément, c'est théorique. En fait, en pratique, Ils sont tous soit en train d'être en rénovation, ceux qui auraient dû nous amener énormément d'énergie, et ils sont toujours pas finis. ouais. Ils ont beaucoup de retard à la livraison. Donc voilà. Donc tu Compliqué, vois. Et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale va faire 3 jours de débat pour savoir Licence si de 15 le 000 sur le hip-hop, hip-hop, qui est... Oh là 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 là, mon Dieu. il faut un diplôme d'État ou pas. Alors, moi, j'aimerais juste passer un petit message à l'État qui nous écoute, parce que je sais que vous regardez nos vidéos. Hein. Vous pourrez arrêter, vous nous lâchez la grappe sur 99% des sujets. Et comme un entrepreneur, focus. C'est clair. Focus sur très peu de sujets, mais qui sont cruciaux et sur lesquels on peut rien faire. Tu vois, régénérer les sols français, ça devrait être un sujet d'État avec une vision. Et d'ailleurs, j'ai rencontré hier, j'ai parlé à un ami qui a passé la journée avec un Émirati, et il lui a dit la devise de l'émir de Dubaï, c'est que du cheikh de Dubaï, c'est que l'État et le public sector doit avancer plus vite que le private sector et doit donner le rythme au pays. Voilà, c'est facile, Ouais, tout est dit. Après, c'est une culture qui est très spécifique ici. On en a tous les deux discuté. Il y a quand même une histoire qui est spécifique, qui fait que pour eux, la nature, le respect des sols, le respect de l'eau, ça a une valeur, mais tellement plus importante que le dollar. Ils sont dans le Tu désert. vois? Non, mais tu vois, donc, C'est littéralement du sable. littéralement, c'est du sable. Mais ce qu'ils ont vécu historiquement depuis des millénaires, depuis des siècles, fait qu'ils ont un respect du sol. Quand ils arrivent à faire pousser quelque chose, c'est un miracle de Dieu. Tu vois, il y a cet ordre-là. Quand ils ont de l'eau, c'est la même chose. Et pour eux, ce sont des biens qui sont sacrés. Là où nous, ça a toujours été présent, tu vois, quelque part. On n'a pas cette déconstruction et ce rapport au sol, en fait. Alors qu'ici, tu l'as. Tout le monde, tu vois, à chaque fois, a une position sur les Émirats. Ouais, c'est parce qu'ils produisent le pétrole. Non, alors déjà, voilà, c'était là, premièrement. D'ailleurs, c'est grâce aux Français qu'ils ont identifié qu'ils avaient du pétrole. Hein. C'est Cousteau qui leur a permis d'identifier ça. Et derrière, il y a une économie qui s'est basée sur l'économie du pétrole, et ça ne rend pas gloire que aux Émirats, juste pour rappel quand même. Et aujourd'hui, surtout, c'est que sur le PIB global des Émirats, c'est juste 30% le pétrole aujourd'hui. Et sur le PIB de Dubaï, c'est 2%. C'est ça, sous Abu Dhabi. Mais c'est vrai qu'ils ont un rapport pour moi à l'environnement qui est très intéressant et que les gens méconnaissent. C'est bien dommage. Et moi, j'adore toute la réflexion autour de l'eau, parce que quand tu comprends comment ils exploitaient l'eau, comment ils la conservaient, comment ils la stockaient, comment ils en prenaient soin, je dis, on a des petites choses à apprendre quand même. Hein. Grosses choses à apprendre. Marine, c'est un plaisir. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Même chose. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis on se dit à ta santé. À ta santé. Ciao.